Pour se nourrir, on achète quasiment que local. À partir du moment où on nous donne à manger, on devrait être content, quoi. Moi, je suis prêt à payer plus pour bien manger. Ouais. Par contre, c'est hyper injuste de se dire, en fait, qui peut se le permettre actuellement ? L'alimentation, c'est un espace qui reproduit tous les clivages de notre société. La précarité alimentaire ne cesse d'augmenter en France, et pourtant, quel que soit le milieu social, les études montrent que tout le monde souhaite manger des produits de qualité. Alors, comment faire en sorte que bien se nourrir ne soit plus réservé qu'aux personnes aisées ? La démocratie alimentaire est-elle un projet réaliste ou utopique ? C'est ce que nous allons tenter de déchiffrer dans cet épisode hors-série de Sortir du ring, une web-série de Kamehameha qui décortique les enjeux agricoles et alimentaires de notre époque. Bienvenue dans la vallée de la Drôme, un territoire rural pionnier de l'agriculture biologique depuis les années 70. Pour autant, les grandes surfaces fleurissent et les gens font la queue au supermarché. On va aussi le moins cher. Donc oui, c'est Aldi. Intermarché, sinon c'est les prix qui vont influencer ce qu'on va faire à manger et ce qu'on va acheter, oui. Ça a pris beaucoup d'ampleur, les prix. Ça a bien augmenté. On a la chance d'avoir fini de payer notre maison, mais pour les gens qui ont en plus un loyer, ça doit être compliqué, ouais. Parce que même pour nous, on est obligé de faire attention. Alors, je m'imagine un petit peu les gens qui doivent faire face à d'autres choses à payer, notamment, comme je disais, le loyer. Et puis, en fait, le problème, c'est que l'alimentation, c'est le seul endroit où on peut rogner. C'est ça et les loisirs, en fait. Donc, les gens, ils peuvent acheter des produits moins chers pour pouvoir payer le reste, quoi. C'est sûr que si les moyens étaient différents, on s'accorderait un petit peu plus de largesse, quoi. On monterait en gamme au niveau des aliments, ça c'est sûr. Hein. L'alimentation, c'est ce qui fait qu'on est en forme ou pas, quoi. Ça a un rôle, quoi. Mais là, dans l'état actuel, c'est plus possible, quoi. Pour la grande majorité des gens, c'est devenu compliqué, quoi. Mais on prend beaucoup maintenant de marques distributeurs parce que les marques mères commencent à devenir un peu chères, quoi. Alors de temps en temps, on y va quand même dessus parce qu'il ne faut pas non plus se priver à outrance. Moi, là, je suis né en 1965 et j'ai grandi dans les années 70-80. Mes parents ne se posaient pas la question, quoi. On allait au champ et on remplissait les caddies, quoi. Maintenant, un demi-caddie, c'est 150 balles, quoi. C'est compliqué. Ça fait un petit peu peur pour vous les jeunes, quoi. De la justice alimentaire, mais bien sûr que ça nous parle. Il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne, hein. En plus, dans le pays où on est, c'est honteux de ne pas le faire, quoi. Surtout avec les prélèvements qu'on a, quoi. Alors, il passe où tout cet argent ? Je suis Raphaël, je suis coordinatrice de la mise en place d'une caisse de sécurité sociale, de l'alimentation, enfin d'une expérimentation en tout cas. L'idée de la démocratie alimentaire, avec mes mots, hein, c'est l'idée que les citoyens puissent décider de ce qu'ils mangent et derrière de la façon dont c'est produit, transformé, distribué, comment on y a accès, etc. Et c'est étroitement lié à la notion de droit à l'alimentation. Donc, c'est-à-dire de faire de l'alimentation un droit. Donc ça, c'est déjà acté en fait dans le droit, mais c'est pas effectif, puisque tout le monde n'a pas accès à une alimentation choisie et de qualité. Parfois, on nous répond si, quand même, quand on va dans un supermarché, il y a tellement d'offres pour un même produit. Quand on regarde, je sais pas, le jambon, il y a plein de références de jambon, donc on a le choix. Mais là, ça veut dire qu'on restreint le choix à la notion de pouvoir d'achat. Ça exclut, par exemple, les personnes qui n'ont pas le pouvoir d'achat pour pouvoir acheter des choses qui correspondent plus à leurs exigences de qualité. Je m'appelle Gaylor. Je suis ce qu'on appelle un travailleur pair dans le milieu du social, de la précarité, des addictions, de la santé mentale. J'ai 20 ans de rue et c'est pour ça qu'on m'a donné ce job. Alors déjà, je cuisine peu, très peu, où il faut qu'il y ait très peu d'étapes. Je mange seul et sinon, je fais surtout avec ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'en 20 ans de rue, il y a eu un peu de resto du cœur, il y a eu un peu de banque alimentaire, il y a eu beaucoup de poubelles, beaucoup d'invendus. Donc tu prends ce que tu trouves en fait. Et puis en plus de ça, tu prends ce qui ne périme pas trop, tu oublies tout ce qui est frais, poisson, machin, nan. Voilà, mon rapport à la bouffe, c'était surtout par rapport à de la survie. Maintenant que je vieillis, je sens que les légumes verts, ça fait plus de bien qu'un croque-monsieur. Le problème, on en vient
au pouvoir d'achat. Voilà. Et ça coûte cher. Déjà les légumes maintenant ça coûte super cher. Un pamplemousse ça vaut 1 euro quoi. Un avocat j'en ai vu à 4 euros l'autre jour, j'ai halluciné. Et puis si en plus tu oserais vouloir du bio, du bon, bah là c'est juste impossible. La précarité alimentaire, pour moi la réponse elle est dans le titre. Voilà, c'est précaire, aliment. Point. Quand tu peux acheter, tu achètes ce qu'il y a de moins cher, donc forcément ce qui est le plus traité, toxique, voire à la limite de la légalité, à rentrer dans un corps humain vivant. Et on se demande pourquoi il y a autant de maladies et autant de trucs, parce que la base d'une bonne santé c'est l'alimentation, et du coup la bonne base on l'a pas. Après c'est pareil, moi je suis rentré dans des épiceries solidaires, des trucs comme ça, mais j'ai vu les prix, mais je suis ressorti tout de suite quoi. Je pouvais même pas me payer du boulgour. Non mais c'est vrai, c'est super cher. Donc voilà, la précarité alimentaire, c'est tu te nourris avec ce qui passe devant toi, et s'il faut tu vas faire les poubelles quoi, c'est tout. Hein. Dans l'aide alimentaire, il y a donc la notion de choix qui n'existe pas. On considère que voilà, à partir du moment où on nous donne à manger, on devrait être content, quoi, en gros. Et du coup, ça rend invisible en fait toutes les violences, ce qu'on peut appeler des violences alimentaires, dans le fait de ne pas choisir. Ça rend invisible aussi la qualité nutritionnelle de l'aide alimentaire. C'est-à-dire que si on se nourrit à l'aide alimentaire, ça reste quand même compliqué d'avoir une ration équilibrée. Quand on regarde le système, comment il est organisé, l'aide alimentaire, c'est en gros les poubelles de l'agro-industrie. L'aide alimentaire permet de cautionner le gaspillage énorme que génère ce système agro-industriel. C'est-à-dire qu'au lieu de dire là il y a un problème structurel, on va mettre un pansement. Donc il y a quelque chose éthiquement en fait qui moi me gêne quoi. Et ça reprend un peu cette idée qu'on retrouve souvent dans le système capitaliste qui en fait va générer des alternatives qui lui permettent de continuer à s'installer. C'est-à-dire qu'au lieu de remettre en question toute cette organisation capitaliste, le système capitaliste génère des pansements. Voilà, on va toujours essayer d'améliorer les choses à la marge. Et l'aide alimentaire par rapport au système agro-industriel, c'est exactement ça. Le label bio aussi. C'est-à-dire, on a généré cette innovation qui est le bio. À l'origine, le bio, l'idée, c'était de remplacer le conventionnel. C'était pas juste d'être une petite part de marché. Et du coup, le fait que ça existe, ça permet largement au conventionnel d'exister. Donc c'est hyper paradoxal, mais parce que le bio existe, on se dit c'est suffisant. Du coup, ceux qui veulent pas de pesticides, ils ont ce qu'ils veulent, donc laissez-nous mettre des pesticides sur le reste, quoi. Alors que c'est hyper marginal et que ça ne peut pas changer d'échelle dans l'état actuel de la façon dont est organisé le système alimentaire. Moi, je suis addict du marché. C'est un art de vivre, le marché. Je suis prêt à payer plus pour bien manger. Ouais. Et en même temps, pour favoriser tout ce qui est local, c'est-à-dire les producteurs aussi, quoi. Et une carotte achetée ici, il n'a rien à voir avec la carotte qu'il y a au rayon d'Intermarché. Je ne suis pas convaincue que ça coûte beaucoup plus cher de manger très bien. Tout dépend de ce qu'on entend de ce que c'est que manger très bien. Il y a une vraie question, oui, pour l'accès de tous à une alimentation saine et correcte, quoi. Il y a quelque chose à faire, oui, pour permettre à tout le monde d'acheter les mêmes produits. Ouais. Quand j'ai dû aller en supermarché, je me suis rendu compte que des fois les prix des marchés étaient moins chers qu'en supermarché maintenant. Donc, de toute façon, on se fait une idée. Enfin, je vois ma mère qui me disait tout le temps moi je vais plutôt en supermarché parce que c'est moins cher. Et là, elle s'est rendue compte que c'était plus le cas du tout, quoi. Tous les gens avec qui on en parle, il y a les gens qui ont la culture du marché et les gens qui ont la culture du supermarché. Et c'est dur de faire venir les gens vers le marché. Et peut-être que les gens du supermarché voudraient nous faire venir vers le supermarché et que c'est dur aussi, quoi. Quand on a nos idées, c'est dur d'en changer, je pense. Alors le marché, non, j'y vais pas. J'y vais pas parce que tu te pointes là avec ta dégaine de clodo au milieu des bobos, excuse-moi de le dire comme ça, hein, mais ouais, tu te fais mater de travers, quoi. Et puis c'est toujours pareil, en plus, on va te prendre pour un voleur, quoi, tu vois. Donc même le vendeur, il te regarde de trave, du coup, t'as même pas envie de lui lâcher une pièce, quoi. Bon, ils sont pas tous comme ça, heureusement, hein, je tiens à le dire, mais c'est vrai qu'une violence d'arriver dans ce genre d'endroit, ça je l'ai déjà ressenti complètement, mais j'y fais plus gaffe maintenant, quoi. Il faudrait faire du low cost. Produit low cost, tu vois. C'est-à-dire, il faudrait peut-être déjà moins taxer les gens qui travaillent dur, en fait, et puis peut-être qu'ils pourraient vendre quelque chose à des prix raisonnables, en fait.
Manger, ça devrait être d'office avec bien manger. Parce que l'alicament, comme on l'appelle dans certains milieux, l'aliment-médicament, c'est la base. Tu te nourris bien, tu tombes vachement moins malade. Je pense que si les gens avaient réellement conscience de ce qui les attend en se nourrissant mal, ils feraient beaucoup plus attention. Je vois surtout qu'à une époque, je gagnais bien ma vie et je me nourrissais bien et je sentais vraiment la différence. Ne serait-ce que dans les articulations, tu vois, ne serait-ce que du mécanique, du physique. Et c'est malheureusement dans les moments où il n'y a pas de souk qu'on se nourrit très mal et qu'on se rend malade. On sait en plus qu'on raccourcit le temps de vie en faisant ça, on le sait. Mais à un moment, il faut manger là, sur le coup. Il faut que tu manges, sinon là, le temps de vie il est encore plus raccourci. Donc, voilà, c'est un espèce de jeu à la con là, qui mène pas bien loin, j'ai l'impression. Le prix de l'alimentation. On a construit un espèce de contrat social dans lequel l'alimentation doit être la moins chère possible. Les calories, les protéines, les vitamines doivent être les moins chères possibles et c'est comme ça que l'industrialisation y a répondu, en abaissant le coût de l'alimentation, avec toutes les conséquences qu'on a. Nicolas Bricasse. Je suis socio-économiste de l'alimentation. Je travaille au CIRAD, qui est un établissement public de recherche qui travaille sur les questions agricoles, alimentaires, les questions d'environnement, de biodiversité, à l'échelle internationale. Repenser l'alimentation autrement, la repenser comme cette relation à soi, aux autres et à la biosphère. Aux autres, ça veut dire aussi à la rémunération des agriculteurs, à la biosphère, ça veut dire aux paysages non maltraités, aux animaux non maltraités, etc. Ça va vouloir dire forcément de réintégrer les externalités et les coûts externes qui ne sont pas payés par le consommateur, qui sont les coûts environnementaux, sociaux et sanitaires, il va falloir les réintégrer dans l'alimentation. Ça veut dire forcément que l'alimentation va devenir plus chère. Et si elle devient plus chère, ça pose problème pour les gens qui n'ont pas d'argent. C'est aussi le fait qu'on propose aujourd'hui à des consommateurs de payer un peu plus cher pour avoir un peu plus d'environnement, un peu plus d'équité sociale, un peu plus de bien-être animal, et que ça veut dire que ça ne réserve la possibilité de changer qu'aux gens qui ont un pouvoir d'achat. Et quand on n'a plus d'argent, alors ça veut dire que du coup, on va donner à ces enfants des produits bourrés de pesticides, des produits qui n'ont pas permis de rémunérer des agriculteurs ou qui ont maltraité les animaux. Et donc une très grande difficulté pour des gens qui ont peu de moyens de se sentir concernés par ces nouvelles injonctions qu'on voit fleurir. Finalement, d'en arriver même à pouvoir contester ce discours, puisqu'on ne peut pas s'y accorder. On sait ce qu'il faudrait faire, mais on n'a pas les moyens de le faire. Donc on a aussi ce risque-là, c'est un risque de rupture potentielle dans la société entre une petite élite bien pensante et qui a plutôt les moyens et qui va nous montrer comment il faudrait consommer, et puis une grande masse de population qui, dont la première préoccupation, c'est de regarder le prix, et qui, pour éviter ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire le fait de se dire « je sais que c'est pas bon, mais je suis obligé de le faire », va finir par dire « mais en fait, quand on me dit que c'est pas bon, c'est pas vrai ». On voit les limites de cette idée que le consommateur et que le citoyen, et finalement, par ses choix, va faire de la démocratie. Ça veut dire qu'il faut inventer d'autres formes de démocratie dans lesquelles les citoyens ne sont pas juste là pour réagir aux propositions des industriels, mais dans lesquelles ils prennent part à la construction de leur environnement alimentaire. Alors, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un projet de société qui vise à rendre donc la démocratie alimentaire et le droit à l'alimentation effectif en créant l'équivalent de la sécurité sociale de la santé, mais pour l'alimentation. Donc il y a 3 principes dans la sécurité sociale de l'alimentation telle qu'elle est conceptualisée aujourd'hui, dans un socle commun. Le principe de conventionnement des produits de façon démocratique. La démocratie, elle s'exprime par le fait que des caisses donc de redistribution soient gérées par des habitants qui décident de comment sont redistribuées les cotisations. Voilà, c'est ce qui s'est fait avec l'histoire de la Sécu aussi. Parce que c'est vraiment des travailleurs qui ont décidé des seuils de cotisation, de combien on prend sur nos salaires, combien les patrons donnent, combien les salariés donnent. Enfin, cette répartition, ça a été une histoire de rapport de force, de lutte des classes, mais de démocratie. Nous avons en discussion
Un texte qui tend à généraliser par palier la sécurité sociale à toute la nation française. Ambroise Croizat. Cette révolution, excusez-moi cette formule, est attendue par tout le pays. Ministre du Travail, membre du Parti communiste français. Il est permis d'envisager que demain, la sécurité sociale assurera à tous les hommes et à toutes les femmes une certitude quant à leurs possibilités de vie, la prévention des accidents, l'indemnisation de toutes les pertes de travail, telles que le chômage et l'assurance contre tous les risques sociaux. Avril 1946. Dans notre projet, nous avons uni toutes les classes de la société. À cette œuvre de solidarité nationale prouvera au monde le caractère hautement social de cette nouvelle République que nous voulons vraiment démocratique, forte et indépendante. On conventionne des produits, c'est pas, on va pas acheter notre alimentation peu importe où. Et ça s'oppose en fait à l'idée de chèques alimentaires, par exemple, où on donne des chèques plutôt via des aides sociales et on va dépenser ces chèques où on veut, dans n'importe quel supermarché ou n'importe quel commerce. Donc c'est pour ça que ça exclut certaines filières ou certains points de vente et pas d'autres. Et c'est ce qui permet de soutenir, du coup, une agriculture démocratique. L'universalité, tout le monde peut bénéficier de cette sécurité sociale de l'alimentation avec les mêmes droits. Ce qui sort du système des aides sociales où, en fonction de nos revenus, on va avoir différentes aides. Et qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on a tous la même allocation alimentaire, enfin la même somme d'argent à dépenser pour l'alimentation. Et la cotisation, donc ça c'est le financement de ce système. On dépense notre allocation selon nos besoins et on cotise selon nos moyens. Donc tout le monde a la même allocation, imaginons 100 € par personne par mois. Et comme on cotise chacun selon nos moyens, ça veut dire que certains vont cotiser 120, d'autres vont cotiser 80, mais à la fin on a tous 100 €. Et donc quand on va faire nos courses, on vient tous avec nos 100 € et il n'y a pas marqué sur le front l'étiquette de moi je suis riche, moi je suis pauvre. On part quand même pas de rien parce qu'il y a eu 2 ans d'expérimentation avant avec un système de prix différencié dans des points de vente. Donc c'est-à-dire qu'il y avait 3 prix. On vient et on peut acheter avec un prix solidaire ou un prix accessible ou juste le prix juste qui est au milieu. Et en fait, les personnes qui achètent dans ces points de vente à des prix solidaires, donc qui payent 25% de plus que le prix juste, vont équilibrer la caisse avec des personnes qui payent le prix à 65% du prix juste. Et ça a fonctionné. Donc il y a bien des gens qui payent 25% de plus pour rentrer dans ce système de solidarité, mais c'est pas de la charité. C'est de la participation à la redistribution et de la solidarité. Au début en fait, du lancement de cette expérience, il y avait pas mal de bénévoles sur les points de vente qui venaient parler aux clients, de faire connaître cette initiative, d'utiliser les 3 prix, de faire se sentir légitimes les personnes qui pourraient bénéficier du prix accessible, donc à 65%, et d'expliquer aussi à d'autres qui ont plus les moyens comment tout ça fonctionne, ce qu'il y a derrière, etc. Donc tout ce travail pédagogique a permis de faire tenir l'équilibre de la caisse. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir payer un petit peu plus cher mes courses, parce que je gagne ma vie correctement, on va dire. Et du coup, ça me permet aussi de soutenir les personnes qui ont un peu moins de revenus, en participant, en payant un peu plus mes courses, que ça ouvre à d'autres personnes aussi cet accès-là. Ouais, j'aime bien. En tout cas, c'est important pour moi de savoir d'où viennent les produits et de participer à la vie locale là où j'habite, quoi. Et voilà, c'est ma manière à moi de participer, quoi. Pour la 2e phase de l'expérimentation, on met en place un conseil citoyen qui justement prend soin d'être représentatif de la diversité des personnes concernées par l'alimentation, c'est-à-dire tout le monde, et notamment des personnes précaires. On va faire du porte-à-porte. Il y a des animations aussi dans la rue, tout simplement, devant les lieux de distribution alimentaire, donc supermarchés, petits magasins, etc., ou pour parler aux gens qui ne viennent pas d'eux-mêmes. Du coup, on essaye, en tout cas, d'avoir cette diversité de profils qui peuvent intégrer ce conseil citoyen. On met quand même en place des choses pour ça, très concrètement, de la garde d'enfants.
Des frais aussi de remboursement des déplacements. On est dans un territoire rural avec pas mal de frais de déplacement qui ne sont pas donnés, donc un système d'entraide avec du covoiturage, mais aussi d'indemnités en fait, remboursées. Après chaque moment de rencontre, c'est un moment aussi convivial, d'échange. Enfin voilà, c'est pas juste un temps où on vient faire de la démocratie puis rentrer chez soi parce que c'est hyper chiant, ça donne envie à personne. En fait, l'idée c'est que pour que des personnes plutôt éloignées de ces questions de justice alimentaire, d'alimentation durable, d'écologie, etc., puissent être à même de prendre des décisions. Il y a un cycle de formation avant, où on met tout le monde un peu au même niveau de connaissance. Donc ça, c'est aussi un moteur d'apprendre plein de choses, quoi. Une espèce de petite université populaire. Donc voilà, on a eu envie de mettre ça en place. Il y a une charge symbolique derrière qui est assez forte, du lien, en fait, de recréer un espace de lien, de mixité sociale, donc de lien entre les gens, parce que c'est des endroits démocratiques où, du coup, on se rencontre entre personnes qui, a priori, n'ont pas forcément toujours des choses en commun. Enfin, on est tellement dans l'isolement, chacun, la société nous pousse à nous isoler toujours plus et à être toujours plus face à nous-mêmes dans nos galères. Et là, justement, on propose autre chose, quoi. Donc, on recrée un lien qui se fait tout naturellement entre les habitants d'un territoire, entre les mangeurs, entre les producteurs. Et il y a quelque chose qui, d'un seul coup, paf, ça fait sens. Et tous ces trucs-là qui nous manquent un peu dans nos vies, d'un seul coup, ça prend forme, quoi. Alors ici, on est au Jardin des Buis. Joanne Billy. C'est la partie maraîchage et verger qui se trouve à la ferme des Buis, sur la commune de La Roche-sur-Grane, près de Cré, dans les collines, là, entre la plaine de Montélimar et la plaine de Valence. Et je fais partie d'un collectif de 5 personnes où on cultive 5000 m² de maraîchage et 2 hectares de verger diversifiés pour vendre tout ça en direct sur les marchés et dans les magasins de producteurs-productrices du coin. Alors toutes les personnes qui ont suffisamment de temps et qui peuvent s'organiser pour aller sur les marchés peuvent en tout cas voir nos produits, ensuite se les offrir, ça dépend fortement de leurs moyens. On reste à mon avis dans des produits qui sont un peu de luxe pour certaines personnes, quoi. Il y a des personnes précaires qui peuvent pas s'acheter nos produits au quotidien, c'est sûr, et j'en suis très triste. Là, malgré tous nos efforts, on n'est pas du tout autonome financièrement pour payer 5 salaires. 2 salaires sur 3 sont payés par le chômage et par une bourse extérieure, quoi. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, même en travaillant à plein temps, à 5, et en ayant de l'aide de stagiaires, etc., on ne dégage pas un chiffre d'affaires suffisant pour payer 5 salaires. Simplement parce que le système économique dans lequel on se trouve actuellement nous empêche de générer suffisamment de richesses. Ou en tout cas les coûts qu'on est obligé de payer pour amener nos cultures à terme et à la vente sont trop importants pour que notre marge elle nous permette de nous rémunérer correctement. Pour vous donner un ordre d'idée, on est autour de 6 €, 6,50 € par personne de l'heure, quoi, en net. Enfin c'est même moins que ça parce que du coup on est 5 et il n'y a que 3 salaires, donc je sais pas, on doit être à 4 € en fait, on doit être à un taux horaire de 4 €, quoi, de ce qu'on arrive à dégager. En faisant de notre mieux avec un système qui pourrait toujours être amélioré, mais qui est déjà bien poussé à son maximum. Et même en ayant des prix relativement chers, quoi. Malgré le fait qu'on vende à peu près 100 000 € de légumes par an, en fait on a plus de 60 000 € de charges, quoi. Simplement de choses qu'on est obligé de payer pour produire ces légumes-là. Et donc ce qui nous reste, c'est ça qui fait nos salaires, mais pour l'instant c'est pas suffisant. Quand on voit notre botte de carottes finalement à 2,50 ou 2,80 en fonction de la saison, voilà, il y a des personnes qui disent attendez, là il y a même pas 1 kilo de carottes, ça fait un peu cher quand même. Et c'est vrai que là ce qu'on propose du coup c'est quelque chose qui est joli, qui est frais, qui a été vraiment récolté la veille, qui apporte des vitamines, qui a un bon goût sucré, et en fait oui c'est un produit de luxe, quoi. Par rapport à des carottes qui sont faites sur des hectares, avec un travail du sol, semées mécaniquement, récoltées en une seule fois, stockées dans des palox avec des agents qui font qu'elles pourrissent pas, et elles n'ont pas la même vitalité, et on arrive à faire des calories comme ça, c'est super, on peut nourrir plein de gens. Je trouve ça génial, moi, dans un sens que l'agriculture conventionnelle, elle soit là, parce que nous, on pourrait pas fournir des carottes pour tout le monde, là, maintenant. On fait pas que nourrir les gens, quoi. Il y a un truc où on leur propose une forme de qualité supérieure
à ce qui pourrait juste leur remplir l'estomac, quoi. Et dans notre système, c'est ce que nous on arrive à faire, c'est ce que nous on veut faire, et on n'arrive pas à en faire beaucoup des boîtes de carottes, et du coup on est obligé de les vendre à ce prix-là pour arriver à se rapprocher un petit peu du SMIC et des 35 heures comme la plupart des salariés, quoi. Par rapport à la question des revenus dans le monde agricole, je pense que c'est vraiment un secteur où c'est très 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 disparate. Quand on est dans le monde salarié, on a le SMIC, on a le code du travail, les patronnes sont quand même tenus d'être décents à ce niveau-là. Dans le monde agricole, en tout cas quand on est associé comme moi, il n'y a aucune loi qui encadre notre travail, quoi. Je veux dire, si on se tue à la tâche pour quelque chose qui ne fonctionne pas, juste on ne se paye pas et même on s'endette, quoi. Y a quelqu'un qui disait un jour qu'il fallait vraiment être fou pour devenir agriculteur ou agricultrice, parce que c'est vraiment un travail où tu peux faire 80-90 heures semaine pour finir par t'endetter, quoi. Vraiment, c'est-à-dire ne pas du tout réussir à te rémunérer et finalement avoir des grosses dettes, quoi. Donc ça, c'est particulièrement vrai à ma connaissance dans le modèle conventionnel qui fonctionne uniquement avec beaucoup de surface et beaucoup de bâtiments et beaucoup de machinerie et beaucoup d'emprunts. Et du coup, si le prix du lait se casse la gueule, le prix des céréales se casse la gueule, il n'y a pas de filet de sécurité, et c'est vraiment là des personnes qui peuvent vivre un mal-être très profond. On l'a vu avec les manifs récemment, hein. Moi j'entendais des podcasts de personnes dans le monde laitier notamment qui témoignaient de charges de travail de plus de 100 heures, 110 heures par semaine, quoi. Donc c'est vraiment des personnes qui se lèvent à 5h du mat et qui se couchent à 22h et qui prennent 1 heure pour manger un moment dans la journée, quoi. Et ça, c'est toute l'année comme ça, et ça doit être terrible. Dans le monde que je connais un peu plus de l'agriculture bio, paysanne, en vente directe, en vente locale, grâce au soutien de la population qui nous accompagne, qui vient chercher nos produits sur les marchés, qui paye le prix qu'on propose, on peut avoir des marges un peu plus importantes parce qu'il n'y a pas tous les intermédiaires de la grande distribution. Et donc je souhaite, en tout cas, je pense que mes collègues ont des horaires un peu plus convenables que ça, et puis se réalisent un peu mieux et s'épanouissent un peu mieux dans leur métier. Mais en fonction de la conjoncture, en fonction de la ferme, en fonction de la saison, c'est quand même possible d'avoir beaucoup de temps de travail et des petits revenus, notamment quand on fait beaucoup de choix très éthiques. Notamment si on veut vraiment favoriser la biodiversité, si on veut vraiment faire de l'agroforesterie, si on veut vraiment pas utiliser de produits phytosanitaires. Mais si derrière il n'y a pas des prix importants qui sont pratiqués, c'est très facile de glisser vers une très faible rémunération. Et j'ai travaillé dans beaucoup de fermes comme ça, quoi. Mais oui, moi je suis très touché par cette question-là, parce que moi-même j'ai peu de revenus. Donc en fait, je suis empêché d'acheter plein de choses qui me feraient envie. Et parfois, j'aimerais bien qu'on m'explique, qu'on me justifie pourquoi il y a un prix sur telle ou telle chose. Donc j'essaie de faire cet effort-là d'explication pour les personnes qui me demandent. Je suis très enthousiasmé par toutes les initiatives en lien avec la démocratie alimentaire. On est très en lien avec VRAC, vers un réseau d'achat commun qui est basé à Cré. On vend des pommes. Et puis même moi, en tant que consommateur, quoi, je vais bientôt me rapprocher de VRAC pour faire mes courses. Ça, c'est du Brésil, tu vois. Ça, c'est le blanc. Là, on est à la plateforme de VRAC. Donc, c'est notre plateforme départementale, puisqu'aujourd'hui, VRAC Drôme travaille à l'échelle du département. On a des groupements un peu de partout. Donc voilà, on va rassembler ici toute la marchandise que les groupements ont commandée. On a 200 litres d'huile d'olive, par exemple, qui ont été commandés. Donc tout arrive ici et on va préparer les commandes pour chaque groupe. Moi, je m'appelle Marie Lopez-Ilazo, je suis salariée à l'association VRAC Drôme. La mission de VRAC Drôme, c'est de proposer un accès à une alimentation de qualité. Donc quand on dit alimentation de qualité, ça va être accéder à des produits principalement issus d'agriculture biologique, paysanne, enfin produits dans une charte environnementale qui respecte l'environnement et qui est jugée bonne pour la santé des consommateurs, consommatrices. Et donc de donner accès à ces produits de qualité à des prix accessibles sur un principe de tarif différentiel en fonction des revenus des personnes. Le moyen qu'on utilise pour donner accès à ces produits, c'est notamment par l'animation de groupements d'achat solidaires, où du coup on propose d'acheter en vrac et en grosse quantité différents types d'aliments aux adhérents et adhérentes de nos groupements d'achat, de les proposer en vrac lors de moments de distribution qu'on appelle les épiceries éphémères.
Alors là, on a l'usine vivante à Cré et moi, je viens de récupérer ma commande du coup chez Vrac. J'ai acheté des kiwis, des clémentines, du chocolat en palais, il est super bon, des dattes, du riz, des pâtes. Enfin voilà, vraiment, c'est quasi que des produits qui sont pas transformés. Donc voilà. Si on fait le calcul, ça revient quand même moins cher que dans une grande surface bio, même en payant un peu plus, enfin le tarif le plus élevé, on va dire, des 3 tarifs aujourd'hui, quoi. Je trouve ça hyper chouette de pouvoir avoir tous accès à une alimentation de qualité. C'est que c'est hyper important de soutenir finalement, parce que moi j'aurais les moyens de faire des courses dans d'autres grandes surfaces en bio, mais là l'idée c'est aussi de soutenir ceux qui ont moins les moyens et de soutenir l'association. Donc je trouve ça hyper chouette d'avoir ce type d'accès avec des prix différenciés selon tes revenus. Je pense surtout, ce qui est important, c'est aussi la prise de conscience des gens, de la qualité de ce qu'ils mangent et qu'ils arrêtent de penser que c'est pas pour eux en fait, des bons produits. Le groupe est récent, donc les gens ne se connaissent pas encore beaucoup, mais il y a d'autres groupes de vrac où il y a des ateliers, les gens se rencontrent. C'est tout ce côté aussi social là, qui est intéressant. De constater que dans des quartiers où les gens, pour le moment, vont tous faire leur courte chez Aldi, là, puissent se développer des groupes où les gens puissent faire l'expérience d'acheter autrement, manger autrement, échanger des recettes, partager vraiment leur savoir-faire aussi. Je trouve que c'est une question très importante, le partage de l'alimentation. Je pense que les gens ont besoin de reprendre en main leur alimentation et leur vie, en fait. Ça va aller, pas de soucis. Comme il s'agit d'une commande, il y a l'adhésion aussi pour la mission. Alors du coup, ce qui nous permet de rendre accessibles ces produits à ces prix-là aux foyers qui n'ont habituellement pas les moyens, c'est le fait qu'on ne prend pas de marge sur toute la chaîne d'approvisionnement, de gestion logistique, de transport. On mobilise les collectifs d'habitants-habitantes pour qu'ils participent à chaque étape de cet approvisionnement. Et c'est par l'implication de ces adhérents-adhérentes qu'on peut justement se permettre de ne pas appliquer de marge, de ne pas avoir cette partie du prix. Donc là, si on se réapproprie, si on se réimplique dans cette étape, bah, du coup, ça permet de payer par du temps quelque part, de payer par de l'implication ce coût-là du produit, sans rogner sur la rémunération des paysannes paysans, parce que ça, c'est vraiment le parti de Vrac, c'est qu'on ne négocie pas le prix auprès du producteur ou de la productrice, parce qu'on estime que c'est pas à eux de payer justement cette différence de prix. Nous, on est des acteurs de l'aide alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des prix inférieurs du prix coûtant, donc du prix d'achat au producteur, parce qu'on bénéficie de fonds pour l'aide alimentaire. On est reconnu comme tel, comme les Restos du Cœur. Sauf que nous, on arrive avec un modèle différent, qui ne se base pas sur le moins 10 ans, sur les banques alimentaires qui sont dépendantes de ce qu'on leur donne en partie. On fait le choix de ne pas appliquer de marge, mais de garder le principe d'achat. C'est une façon de conserver, de préserver la dignité aujourd'hui des consommateurs. Même si on a de faibles revenus, on est capable d'arbitrer. Moi, je suis hyper séduite par le modèle, parce que en fait, au fond de mes tripes, je trouve ça hyper injuste en fait que... Enfin, pour moi, c'est pas un truc de bobo en fait de pouvoir manger bio, de pouvoir soutenir les circuits locaux. C'est vraiment une question très concrète qui dessine nos vies. Donc en fait, collectivement, en fait, je pense qu'on en a besoin. Mais par contre, c'est hyper injuste de se dire, en fait, qui peut se le permettre actuellement ? Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que les personnes se réapproprient la question du système alimentaire. Qu'est-ce qu'on produit ? Comment on le produit ? Comment on distribue ? Comment on consomme notre alimentation ? Et tout le monde est légitime pour le faire. On oublie aussi qu'il y a des publics qui ont des moyens et qu'on n'implique pas assez dans le changement de système alimentaire. C'est-à-dire qu'on peut très bien gagner sa vie et très mal manger, et pas du tout soutenir un nouveau modèle ou la transition écologique. C'est pour ça que dans notre activité, on essaie d'être non discriminant, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire tous nos groupements sont ouverts à tous les publics, pour que cette question de la démocratie alimentaire soit au cœur vraiment de notre projet. Nous, actuellement, sur l'échelle du département, on est à peu près à 600 foyers de bénéficiaires. Sur ces 600 foyers adhérents, on en a 82% qui sont aux minima sociaux. Après, là, on va dire que la limite du modèle, c'est qu'on passe beaucoup d'énergie aussi finalement
à mobiliser les habitants et habitantes pour qu'en fait, il y ait cette implication dans ces phases-là de préparation. Des fois, on n'a pas non plus la disponibilité mentale de rajouter ça dans sa vie quand on galère déjà peut-être à payer les factures fin de mois. Et ça demande aussi beaucoup d'énergie en fait d'aller faire de la pédagogie et d'aller essayer de trouver aussi les bons mots de parler du projet sans que ça paraisse quelque chose d'hors sol, que les personnes y voient direct leur intérêt aussi. Et beaucoup d'énergie en fait d'aller chercher des subventions à droite à gauche. C'est vrai que c'est là où je me dis ça devrait être dans un monde idéal un souci d'État quelque part ou un souci institutionnel. Et du coup, encore une fois, c'est la société civile, c'est le monde associatif. C'est le monde associatif via aussi tout son système de recherche de subventions, que ce soit privé ou public, qui va chercher à compenser ces inégalités. On essaye d'expérimenter des choses qui permettraient derrière de le mettre en place dans l'action publique. Mais tout en gardant cette notion de démocratie qui est un peu la ligne rouge quand on parle justement de passer d'une action un peu alternative citoyenne à un projet mis en place par les pouvoirs publics, qui est cette notion démocratique. Si les pouvoirs publics sont impliqués dans l'action, du coup, est-ce qu'on est sûr que les citoyens gardent la main, non pas qu'à travers le droit de vote, une fois tous les 5 ans, quoi, mais par une vraie gestion démocratique. Ça intéresse quand même énormément, et c'est une idée forte qui parle beaucoup, que ce soit aux citoyens comme aux décideurs politiques. C'est tellement pertinent, en fait, ça fait tellement sens avec notre histoire justement liée à la sécurité sociale et ce qu'on traverse dans nos crises aujourd'hui, que ce soit des crises écologiques ou de pouvoir d'achat. En fait, ça fait tellement sens que c'est difficile de se dire que... Enfin, aujourd'hui, c'est incontournable, en fait. Enfin, c'est en train de devenir incontournable. Moi, c'est ma lecture des choses. On a l'impression que le sujet de la SSA, c'est le sujet de l'alimentation et que c'est un truc de gens qui ont le temps, qui sont cultivés, qui se posent les questions de est-ce qu'ils mangent plutôt des baies de goji ou plutôt des noix de macadamia. En fait, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est vraiment la solidarité et le lien. Enfin, pour moi, derrière la SSA, il y a la notion de lien et c'est aussi pour ça que ça intéresse autant, j'ai l'impression. C'est dit. Il y avait du dessert, tiens. Ah oui. Comment ça s'appelle ton truc là? Sécurité sociale de l'alimentation. Bon, j'aime pas trop le mot, mais ça ce serait génial. Mais c'est tout à fait ce qu'il faudrait faire. Déjà, moi, depuis tout petit, je me suis toujours demandé pourquoi la nourriture de base était payante. Tu vois? Parce qu'à un moment, si t'aimes vraiment ton pays et tes citoyens, je sais pas, la nourriture, tu la partages avec tout le monde et puis c'est tout. La base, hein. Après, ceux qui veulent des extras, ils se démerdent. Mais au moins la base, que tout le monde ait à manger, quoi. Ensuite, qu'il y ait un peu plus de lieux communs, alors sans droit de location, sans rien en fait, tu vois, juste où tu peux venir. Si tu as envie de te planter 10 salades, tu te plantes 10 salades. Tu vois, tu vas à Font-Barlette, il y a un jardin partagé par exemple. Ça vient d'une initiative citoyenne, c'est une petite asso qui a mis ça en place. Et n'importe qui du quartier peut venir cultiver ses légumes pour lui et pour les autres. Parce que là en plus on instaure une notion de partage, hein, de produire ensemble, de bien s'alimenter ensemble, je sais pas, des valeurs de base en fait, quoi. Est-ce qu'on est dans un doux rêve avec la démocratie alimentaire? Oui, c'est une utopie pour le moment. N'empêche que localement, et c'est là l'intérêt pour moi du local, des acteurs d'un même quartier qui commencent à réfléchir à quel est le paysage alimentaire que je veux dans les années à venir et qui commencent à négocier avec le maire, avec la municipalité pour savoir quel type de magasin ils veulent. Ou les expériences de conventions citoyennes, par exemple, autour de l'idée de sécurité sociale de l'alimentation, où il y a l'idée de savoir quels sont les produits auxquels on va avoir accès avec un budget qu'on va nous donner pour avoir accès à une alimentation de qualité. Et la discussion collective d'un collectif de citoyens représentatifs de toute la population, et pas les plus éduqués, les plus intéressés, les plus motivés, mais bien tout le monde tiré au sort, rémunéré pour réfléchir à ça. Et pour réfléchir à qu'est-ce que je veux demain pour mes enfants et comment je veux construire mon alimentation de demain, ça commence à se faire dans certains territoires, au début à l'échelle très locale. Et pour moi, ces expérimentations sont particulièrement intéressantes parce qu'elles préfigurent la construction de démocratie alimentaire. C'est vrai d'abord à l'échelle locale, mais peut-être demain à des échelles plus larges, à l'échelle d'une région.
Il y a eu déjà une tentative en Occitanie d'essayer de réfléchir à un plan alimentaire avec une consultation citoyenne. Pas facile d'arriver à faire participer tout le monde, mais il y a quand même cette volonté. Donc on avance, on progresse, il y a de l'expérimentation, et c'est pour moi là qu'elle est la plus intéressante. C'est en termes de gouvernance du système que va se jouer l'avenir de l'alimentation. C'est pour ça que je dis, on peut refaire le monde par l'alimentation. L'alimentation, c'est souvent un moyen de commencer à repenser le monde. Et ça veut dire qu'il faut le faire tous ensemble.